defend the interest of those creditors without. Heureux d'être avec vous, d'être invité en tant que porte-parole du Comité pour l'abolition des dettes illégitimes. C'est une organisation qui a été créée en Belgique il y a 31 ans à Bruxelles et qui aujourd'hui constitue un réseau international qui est présent dans plus de 30 pays, dont 13 pays d'Afrique. Et les pays dont on parle en termes d'annulation de dettes dans ce projet de résolution sont directement concernés, notamment du point de vue du CADTM, parce que nous sommes présents dans ces différents pays avec une participation de citoyens et de citoyennes des mouvements sociaux des pays en question. Alors, tout de suite, indiquer que pour le CADTM, ce projet de résolution vient vraiment à son heure, que les différents points qui sont introduits dans cette résolution sont tout à fait justifiés. Effectivement, il est tout à fait justifié que la Belgique donne l'exemple en annulant sans condition, comme le dit le projet de résolution. Je lis là les mots du projet de résolution, le point 1, c'est annulation sans condition des paiements de la dette bilatérale des pays en développement dont la Belgique est créancière en 2020-2021. Donc il ne s'agit pas dans ce cas-là de postposer, parce que postposer implique une nouvelle accumulation de dettes et de nouvelles difficultés dans le futur. Dans un premier temps, donc il convient d'annuler les dettes de 2020-2021. Ici, directement, c'est 2021. Et comme l'a dit Yolanda Fresnillo juste avant moi, il est très important que ce ne soit pas comptabilisé dans l'aide publique au développement. Trop souvent, l'aide publique au développement est constituée d'une addition de mesures qui ne représentent pas des flux réels vers les pays qui devraient bénéficier, et surtout leur population, de l'aide publique au développement. Deuxièmement, ça nous paraît très important de procéder à un audit transparent. Quelque part, donc, il s'agit dans un premier temps d'annuler les dettes qui sont réclamées aux pays en question et de mettre en place un audit alors transparent, comme le demandait déjà une résolution du Parlement belge en 2007. Un audit, ça veut dire la participation, dans ce cas-là, des citoyens et des citoyennes, tant en Belgique que dans les pays concernés, de manière à ce qu'on puisse identifier les dettes illégitimes, odieuses, illégales, insoutenables des pays en question, et de déterminer aussi les responsabilités de la Belgique, de certains fonctionnaires belges, et les responsabilités, bien sûr, du côté de ceux et de celles qui ont contracté ces dettes, qui quelquefois les ont mis au service d'intérêts personnels et pas au service de la population. Troisièmement, de conditionner, donc je reprends les termes de la résolution, conditionner les aides publiques aux créanciers privés à l'annulation des paiements des dettes des pays en développement qui leur sont dues. Et effectivement, il n'est pas normal que seuls les pouvoirs publics fassent un effort. Les entreprises, les grandes entreprises privées qui ont octroyé des prêts, et c'est principalement des banques, des fonds d'investissement, dont des fonds vautours, c'est eux qui détiennent les titres de la dette. Ce ne sont plus des entreprises industrielles ou commerciales ou des petites et moyennes entreprises, ce sont des grands fonds d'investissement comme BlackRock, des grandes banques et des fonds vautours comme les fonds vautours de M. Paul Singer. Le point 4, tout à fait important, plaider dans les instances internationales pour un moratoire sans condition et donc pas simplement un report de paiement. Et c'est effectivement ce que propose une des agences spécialisées des Nations Unies, peut-être une de celles qui est la plus proche des pays et des peuples en développement, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, donc la CNUSED. Le 5e point du projet de résolution, plaider pour l'extension d'un tel plan de manière contraignante
aux créanciers internationaux, donc tout à fait juste, en conditionnant notamment les aides du secteur privé à l'obligation d'annuler leurs créances. Plaider, le point 6, pour que les autres États et l'UE en tant que structure multi-étatique adoptent des législations équivalentes à la loi belge du 12 juillet 2015 relative à la lutte contre les activités néfastes des fonds vautours. La Belgique a montré l'exemple. Là, le représentant de la Banque mondiale l'a lui-même souligné. Hein, un point au moins sur lequel on est d'accord, très bien. Et effectivement, il est très important que la Belgique plaide partout où elle peut prendre la parole en faveur de l'adoption de telles législations dans tous les États, qu'ils soient du Sud ou du Nord, afin de se protéger des actions spéculatives qui ont des effets dramatiques sur les conditions de vie des populations. Et bien sûr, le point 7 de la résolution qui dit que tout ce qui doit être pris comme mesure doit se faire dans le respect du droit international et des droits humains. La résolution parle des droits de l'homme. Au niveau du CADTM, nous préférons parler des droits humains pour inclure très explicitement hommes et femmes dans ces droits. Je vois qu'il me reste encore 2 minutes, si je respecte la limite d'une douzaine de minutes. Je dirais que j'ai participé à la campagne qui, en 2006, à une campagne internationale qui, en 2006, a amené la Norvège, un pays qui a la moitié de la population de la Belgique et un produit intérieur brut bien inférieur à celui de la Belgique, a décidé de manière souveraine d'annuler les créances que ce pays, donc la Norvège, réclamait à toute une série de pays, dont l'Équateur, le Sierra Leone, la Jamaïque. Ça concernait 34 contrats de prêt, ça concernait 60 millions, l'équivalent de 60 millions d'euros. Les mesures dont on parle dans cette résolution tournent autour de 30 à 40 millions d'euros maximum, donc sont nettement inférieures à la mesure prise par la Norvège, pays, rappelons-le, plus petit que la Belgique en termes de population et avec un PIB inférieur à la Belgique. Et donc, il faut suivre l'exemple de la Norvège, qui montre qu'il ne faut pas prétexter de la nécessité d'obtenir un accord international pour donner l'exemple soi-même. La Belgique doit donner l'exemple, comme elle l'a fait pour la loi sur les fonds vautours. Et la Belgique doit associer les citoyens et les citoyennes, les résidents sur le territoire de la Belgique à l'audit. On en a déjà parlé avec différents ministres des Finances successifs qui nous disaient oui, mais l'audit c'est déjà fait par le ministère des Finances, la coopération au développement, la Cour des comptes, etc. Nous parlons ici, nous ne remettons pas en cause l'intérêt d'institutions qui, dans le dispositif belge, sont responsables de mener des audits, mais nous souhaitons que pour que l'audit soit réellement transparent et intègre une série de points de vue contradictoires et fasse un audit du point de vue intégral, c'est-à-dire l'impact sur les conditions des populations, sur les conditions de vie des populations, il est important d'associer les citoyens, les citoyennes et les résidents de la Belgique. Merci beaucoup pour votre attention et encore merci pour cette invitation à cette discussion fort importante. Merci, Monsieur Toussaint, pour votre contribution aussi. Maintenant, on donne la parole à Monsieur Vivien, coordinateur du service politique d'entraide et fraternité et membre du groupe de travail national sur la dette des pays en développement. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Bonjour à toutes et tous. Donc, comme vous l'avez dit, donc, je coordonne le service politique d'entraide et fraternité, mais ici j'interviens à titre de représentant d'un groupe de travail national qui comprend plusieurs ONG, dont Entraide et Fraternité, les Coupoles, LFLFF, le CNCD, Oxfam. Et ensemble, on a publié depuis le début de la pandémie plusieurs analyses sur le sujet. Et d'ailleurs, je remercie le service de la Chambre de les avoir imprimés. Et parmi ces documents, il y a celui-ci.
donc qui s'intitule « Répondre à la crise du Covid-19, la Belgique et l'annulation de la dette des pays du Sud, note de positionnement ». Et donc là, vous verrez à la fin que cette note a été co-signée par 25 organisations belges, à la fois des ONG de développement, des ONG humanitaires, mais aussi tous les syndicats du pays. Alors, avant de rentrer dans le contenu de la résolution, enfin dans le contenu des demandes qui sont formulées à l'intention du gouvernement, nous pensons, comme l'ont dit les deux intervenants qui m'ont précédé, que cette proposition de résolution tombe à un moment crucial pour les pays surendettés, pour les pays du Sud. Et elle est parfaitement utile, cette résolution, si elle était votée, si elle était mise en œuvre, parce qu'elle permettrait, à notre sens, d'opérationnaliser l'accord de gouvernement. Donc je note bien que la proposition de résolution a été déposée avant l'accord de gouvernement, mais voilà, les demandes telles qu'elles sont articulées permettraient de mettre en œuvre concrètement les engagements du gouvernement à travers l'accord de gouvernement et aussi la note de politique générale de Madame Kittir, la ministre de la Coopération et du Développement, et son exposé d'orientation politique. Alors, je ne vais pas revenir longuement sur le contexte international parce qu'il a été dressé avant moi, mais souligner, et donc c'est aussi l'opinion de Madame Kittir, de la ministre, les mesures qui sont sur la table en ce moment au niveau du G20 et du Club de Paris, dont fait partie la Belgique, sont insuffisantes. Je répète en quelques mots. Pourquoi ? Ni les créanciers privés, ni les créanciers multilatéraux ne font partie de l'initiative de suspension du service de la dette. Et la restructuration de la dette, telle qu'elle est envisagée dans le cadre commun de traitement des dettes des pays pauvres, elle envisage l'annulation qu'à titre exceptionnel et au cas par cas. Et à chaque fois, c'est conditionné avec un accord avec le FMI. Et là, c'est problématique encore aujourd'hui, en 2021, parce qu'une étude récente, donc là je prends une étude récente parmi plusieurs, qui a analysé les prêts qui ont été octroyés par le FMI depuis septembre dernier, et qui conclut que 84% des prêts encouragent les pays du Sud à adopter des mesures d'austérité au lendemain de la crise sanitaire, donc des mesures d'austérité budgétaire, ces mêmes mesures qui ont affaibli les services publics et qui ont aggravé aussi, avec les mesures de dérégulation, ont aggravé l'endettement des pays du Sud. Je rappelle aussi très brièvement une autre étude qui a été faite par The Lancet, une étude scientifique, qui avait analysé la réaction des créanciers suite au virus Ebola, et qui concluait en 2014, ouvrez les guillemets, je cite, « Les exigences du FMI en matière de rigueur budgétaire ont affaibli les systèmes de santé des pays africains les plus durement frappés par Ebola. Elles ont aussi empêché une réponse coordonnée pour lutter contre l'épidémie. » Donc voilà, le cadre tel qu'il est dressé actuellement, il est problématique, et il est aussi problématique parce que les initiatives qui sont sur la table mettent de côté le problème de la dette comme étant un problème structurel. C'est un problème structurel, ce n'est pas que passager, et donc à ce problème structurel, il faut des mesures qui soient conséquentes. Donc des mesures qui passent par des annulations importantes de dettes. Donc ça, ce n'est pas moi qui le dis uniquement, ce n'est pas mon organisation, c'est la CNUSED et d'autres. Et ça passe également, comme l'a dit la représentante d'Eurodad, ça passe aussi par une réforme profonde de l'architecture financière internationale qui, selon les propres termes du président de la Banque mondiale, donc là je le cite, ouvrez les guillemets, cette architecture financière internationale est biaisée en faveur des pays riches créanciers. Donc ça, c'est ce qu'il a prononcé en octobre dernier lors des assemblées du FMI et de la Banque mondiale. Donc cette phrase prononcée par le président de la Banque mondiale m'amène à maintenant aborder les demandes qui sont faites dans la proposition de résolution parlementaire. À notre avis, il manque dans les demandes la nécessité de bâtir une nouvelle architecture financière internationale. Donc ça pourrait être aussi inclus dans les demandes de la résolution. Et donc, comment mettre en place une autorité internationale de la dette des pays en développement. Donc un mécanisme multilatéral de restructuration des dettes qui concernerait à la fois les dettes publiques, mais aussi les dettes détenues par les créanciers privés et qui soit placé sous l'égide des Nations Unies.
et pas uniquement sous l'égide du FMI et du Club de Paris et de la Banque mondiale. Alors bien évidemment, pour mettre en place un tel mécanisme multilatéral, ça prend du temps, nous en sommes conscients, et c'est la raison pour laquelle nous pensons que les autres demandes, enfin celles qui sont exprimées dans la résolution parlementaire, sont tout à fait pertinentes, parce qu'elles sont axées sur le court et le moyen terme, et elles sont pertinentes par rapport à l'urgence à agir sur la dette. Alors, de manière générale, nous pensons que ces demandes sont raisonnables au vu de la situation et adaptées à la marge de manœuvre dont dispose la Belgique. Je rappelle que la Belgique est un petit pays, mais dans les instances internationales, elle pèse beaucoup. La Belgique dispose, au nom d'un groupe de pays, d'un siège d'administrateur au FMI, un siège d'administrateur suppléant à la Banque mondiale, et elle se trouve, dans ces deux institutions, dans les groupes de pays qui pèsent le plus en termes de droit de vote. Et la Belgique est par ailleurs membre fondatrice du Club de Paris. Donc la Belgique a sa partition à jouer, a un rôle à jouer dans ces organisations internationales. Alors ce que je vais faire maintenant brièvement, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais ce que je vais faire, c'est arriver directement dans les recommandations de la résolution, donc aller directement au point 2, donc qui s'appelle « Au sein des instances multilatérales », et je vais me concentrer sur le point 4 du point 2, qui demande à la Belgique de plaider dans les instances internationales pour un moratoire suivi d'une annulation de la dette. Alors ça, c'est important pour deux raisons majeures. Premièrement, la première raison, c'est que le FMI et les banques multilatérales de développement, dont la Banque mondiale, sont les principaux créanciers des pays qui sont éligibles à l'initiative de suspension de la dette. Donc, c'est les premiers créanciers des 73 pays classés parmi les plus pauvres. Donc, c'est une raison pour laquelle il est normal qu'elles participent au moins au moratoire sur la dette. Deuxièmement, l'absence de participation de créanciers comme la Banque mondiale, comme le FMI, est contre-productive. Elle est contre-productive à la fois pour les pays qui bénéficient du moratoire, mais aussi pour des pays comme la Belgique qui participent à cette suspension du paiement de la dette. Pourquoi ? Parce que ce moratoire, ainsi que les nouveaux prêts qui sont accordés pour lutter contre les effets de la pandémie, eh bien, ils risquent de servir en priorité à payer les créanciers privés et ces créanciers multilatéraux, au lieu d'être investis dans les besoins urgents des populations sur place. Donc il est fondamental, dès à présent, en amont même des réunions de printemps du FMI de la Banque mondiale, qui, je le rappelle, ont lieu dans un mois, que la Belgique utilise sa voix pour demander au minimum un moratoire sur le service de la dette multilatérale, le temps qu'une solution juste et efficace soit trouvée sur la partie insoutenable de ces créances. Soutenabilité de la dette, j'entends ici, et là ça fait référence au point 7 de votre résolution, le point 7 du grand 2, la soutenabilité de la dette doit être définie par rapport aux droits humains et par rapport aux objectifs de développement durable, ce qui n'est pas le cas actuellement avec la définition de la soutenabilité telle qu'elle est donnée par le FMI. Je conclus avec le point 1 de la résolution, donc je remonte un peu, donc c'est les demandes qui sont adressées au gouvernement belge au niveau national. Alors pour nous, ce point 1, il est tout aussi fondamental que le point 2 parce qu'il permet d'avancer efficacement sur le court terme. Et puis, il tient compte aussi, ce que je disais tout à l'heure, des limites inhérentes à un processus multilatéral de négociation au niveau international qui peut être très lent et qui, pour l'instant, semble bloqué. Il est important que des États qui en ont la volonté politique, et je l'espère que la Belgique en fera partie, prennent les devants en posant des actes concrets de solidarité qui sont à leur portée. Tout ça dans le but aussi d'impulser une dynamique, bien sûr, européenne et internationale. Et pour nous, c'est le sens vraiment des points 1 à 4 du grand 1 de la résolution. Il nous semble que ces mesures répondent à cet objectif de poser des actes concrets et provoquer, tenter tout du moins de créer un effet d'entraînement vers les autres États créanciers, notamment les États européens. Donc la première demande, nous sommes en accord avec celle-ci, donc c'est ni plus ni moins de passer d'une logique de report, de moratoire sur
sur la dette à une logique d'annulation des paiements pour l'année 2020, donc ça sous-entend les paiements qui ont été suspendus et les paiements qui sont dus en 2021. Nous pensons que c'est un minimum, à voir si la Belgique veut être plus ambitieuse compte tenu des faibles montants et donc des faibles conséquences pour les finances de la Belgique. Bien entendu, ces annulations ne doivent pas être conditionnées avec des accords conclus avec le FMI, pour les raisons évoquées tout à l'heure. Et une telle annulation ne serait pas une goutte d'eau, contrairement à ce qu'on peut entendre. Certes, ce seraient des montants assez bas pour la Belgique, mais ça pourrait créer un effet d'entraînement positif. Et là, je ferai juste un parallèle avec ce qui vous occupe aussi au sein de la commission RELEX, c'est tout le débat qu'il y a autour de la responsabilité des entreprises. Donc sur un autre sujet, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, où on voit qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de régulation nationale, de plus en plus de tentatives de légiférer au niveau national, et ces tentatives, elles renforcent les autres niveaux. Elles renforcent le niveau européen et le niveau onusien, où se joue aussi la question de la réglementation des activités des entreprises. Donc les deux ne sont pas incompatibles. Le fait d'agir au niveau multilatéral, notamment au sein du FMI de la Banque mondiale, et d'agir au niveau de la Belgique, les deux ne sont pas compatibles. Au contraire, ils se renforcent. Et pour la Belgique, ce ne serait pas la première fois qu'elle cherche à être proactive. On l'a mentionné tout à l'heure, la loi sur les fonds vautours, elle est précurseur au niveau mondial. La Belgique a pris les devants en 2015, et je me souviens très bien des débats parlementaires à l'époque. L'idée, c'était de légiférer à son niveau, faire ce qui est possible au niveau de la Belgique, et aussi de créer un effet d'entraînement à l'étranger. Donc ce ne serait pas une première pour la Belgique, ce ne serait pas une première tout court sur la question de l'annulation de la dette, puisque Éric Toussaint a rappelé l'exemple de la Norvège. Sur le point lié à l'audit, je ne m'étends pas là-dessus car je manque de temps et ça a été développé avant moi. Juste dire que l'audit de la dette, c'est une recommandation cardinale de la société civile, mais aussi de l'expert des Nations Unies sur la dette et les droits humains, et c'est également repris dans l'avis du Conseil consultatif belge sur la cohérence des politiques pour le développement dans un avis rendu en 2015. Enfin, je termine avec le secteur privé. Il est important donc de prendre les devants là aussi par rapport au secteur privé, parce qu'on voit, et donc le président de la Banque mondiale le dit avec regret, le secteur privé ne participe toujours pas aux allègements de dette. Il ne participe même pas au moratoire sur la dette. Donc, que faire dans ce cas-ci ? C'est l'y contraindre. Et ça, c'est aussi l'avis de la ministre de la Coopération au Développement dans sa note de politique générale. Donc, de contraindre le secteur privé par deux moyens. Le moyen qui est indiqué dans le point 3 de la résolution, mais aussi, j'ajouterai un autre moyen, ce serait d'explorer les possibilités juridiques pour la Belgique de se doter d'un instrument législatif, donc d'une loi, qui obligerait les créanciers privés qui ont un lien avec la Belgique à renoncer à une partie de leurs créances. Voilà, donc pour conclure, je dirais que toutes ces mesures forment un ensemble cohérent qui ont l'avantage de poser des actes concrets de solidarité et de mettre en application le principe de responsabilité du créancier, puisque dans une dette, il y a une responsabilité du côté du débiteur, mais également du côté du créancier. C'est ce qui s'appelle le principe de co-responsabilité. Merci. Leurs questions, parce que je pense qu'on a des échanges qui sont vraiment intéressants et importants. Alors, vous l'avez dit, je suis la première signataire de la résolution portée par Ecolo Groen et qui a eu le bénéfice de recevoir le soutien d'autres groupes de notre Parlement. Je ne vais évidemment pas partir dans une grande déclaration politique à partir du moment où on a déjà plusieurs pages de résolutions qui ont été écrites, et je pense que du coup, vous pouvez percevoir la position que notre groupe tient par rapport aux enjeux de la dette des pays du Sud. Peut-être quand même juste ressouligner le contexte que vous avez souligné vous-même. On est dans une période de crise de la dette sans précédent, qui date même d'avant la crise Covid et qui s'est renforcée ces derniers mois. On est face à une augmentation de la pauvreté à l'échelle mondiale, vis-à-vis de laquelle on ne peut pas rester insensible, et vis-à-vis de laquelle les fondements même de la notion de solidarité internationale doivent nous porter à trouver des solutions structurelles. Souligner peut-être aussi que les demandes d'avoir un travail de fond sur la question de la dette sont très anciennes. On peut suivre les travaux notamment du CADTM depuis
presque les années 80, si je ne m'abuse, qui font un appel à des suspensions de paiement, qui font des appels à des moratoires, à des audits transparents. Et donc, c'est pas anodin qu'on revienne en 2021 avec ces demandes-là sur la table. Alors, sans faire beaucoup plus long à ce stade-ci, je vais quand même me concentrer sur certaines questions, parce que je pense qu'on est là pour ça. Le débat politique, on l'aura à un autre moment. Vous ne serez peut-être pas étonné que l'essentiel de mes questions sont adressées à M. Elias de la Banque mondiale, parce que voilà, il y a plusieurs choses que vous avez dites, mais assez rapidement, sur lesquelles je voudrais revenir, avoir un petit peu plus d'informations, si ça ne vous ennuie pas. Et après, je passerai à des questions peut-être plus orientées, entre guillemets, société civile. Peut-être d'abord avoir votre opinion sur la position de la Banque mondiale sur l'allègement de la dette des pays à revenus intermédiaires. Parce que pour l'instant, on le sait, le système de moratoire est orienté uniquement vers les pays dits les plus pauvres. Mais il y a des pays comme le Gabon et le Suriname qui ont déjà déclaré être intéressés par le système de moratoire. Et c'est par ailleurs un appel de la CNUSED de pouvoir aussi prévoir l'allègement de la dette pour les pays à revenus intermédiaires. Et donc voir quelle est la position de la Banque mondiale par rapport à ça. Deuxième question, vous avez été très très vite sur le fait que l'allègement vraiment des dettes ne concernait pas réellement la Banque mondiale. Vous avez dit, voilà, c'est les créanciers bilatéraux qui sont concernés. Et je voudrais avoir un petit peu plus d'informations de votre part par rapport au fait que la Banque mondiale, entre guillemets, se décharge de cette responsabilité qui demande aux pays créanciers de porter. Parce que vous parlez des cotations sur les marchés, etc., mais je pense qu'on est tous concernés par ces cotations. Et donc, voilà, qu'est-ce qui réellement justifie que la Banque mondiale puisse demander aux pays créanciers de réfléchir à des moratoires ou des allègements et pas pour votre propre institution. Troisième question. Jusqu'ici, qu'est-ce que vous avez pu constater par rapport au positionnement de la Belgique au sein de la Banque mondiale par rapport aux instructions données par le gouvernement belge? Parce qu'on sait que Mme Kittir, et j'ai toute confiance dans notre ministre de la Coopération et du Développement, est proactive sur les enjeux de la dette. Je sais qu'elle porte une voix forte sur ces enjeux-là. Je suis de très près son travail. Mais voilà, on sait bien que ça doit se structurer au niveau du gouvernement, mais aussi avec les mandataires qui nous représentent. Donc voilà, quelle est la position tenue effectivement par la Belgique au sein de la Banque mondiale par rapport à ça. Oui, alors ça c'est un petit peu plus nouveau pour moi. Vous avez été plusieurs à souligner le fait que notre résolution ne demande pas spécifiquement la mise en place d'un organisme indépendant pour restructurer la dette à un niveau international. Donc une autorité internationale qui serait peut-être sous l'égide de la CNUSED ou en tout cas des Nations Unies. Et donc là-dessus, je voudrais voir un petit peu votre point de vue à partir du point de vue de la Banque mondiale. Quel serait votre positionnement concernant l'établissement d'un mécanisme de restructuration de la dette sous l'égide des Nations Unies, tel que recommandé par la CNUSED? Alors, peut-être encore une question. Ça a été mentionné plusieurs fois ici. Pour l'instant, les contrats pour postposer la dette, qui finalement concerne que très peu de pays, sont liés à des contrats avec le FMI qui continuent à poursuivre des politiques d'austérité. Et donc, au fait, très, très naïvement, j'ai envie de vous demander... Comment est-ce que vous expliquez ça? Il y a tellement de rapports qui montrent depuis presque des dizaines d'années maintenant que les politiques d'austérité ont affaibli les services publics dans les pays du Sud et probablement affaibli même leur capacité à rembourser les dettes. Comment est-ce que vous expliquez ou comment vous pouvez nous éclairer sur le fait que, si j'ai bien entendu les chiffres, près de 84% des contrats qui sont passés encore maintenant passent par la case austérité dans une période où
tout le monde appelle les États à investir massivement dans les services publics pour protéger ces populations. Donc, avoir votre avis là-dessus. Donc, ça, ce serait peut-être pour les questions à notre représentant de la Banque mondiale. Merci déjà pour votre patience pour y répondre. Des questions alors plus pour les représentants de la société civile, et vous les répartirez comme vous le souhaitez. Peut-être aussi que vous donniez un petit peu plus d'informations par rapport à cet organisme de restructuration de la dette au niveau qui serait mis sous l'égide des Nations Unies, un petit peu plus comment vous voyez la structuration, quel genre de délai, comment est-ce que la Belgique peut contribuer à l'avènement de ce genre de structure. Ça m'intéresserait beaucoup. Et alors, je vais jouer l'avocat du diable et anticiper sur des questions que j'ai déjà entendues et qu'on va probablement réaborder dans les futurs débats que nous aurons ici. Et il y en a deux à ce niveau-là. C'est quid de l'argument qu'annuler les dettes pourrait renforcer des États corrompus. J'ai bien mon explication par rapport à ça, mais ça m'intéresserait d'avoir une réponse des experts et des expertes que vous êtes par rapport à ça. Par ailleurs aussi, un autre bâton pour se faire battre, la Belgique et les pays européens s'endettent massivement pour l'instant aussi pour faire face à la crise. En quoi est-ce que la dette des pays du Sud doit être réellement, éthiquement, politiquement considérée autrement que les dettes que les pays européens doivent supporter aussi. Je pense qu'à ce stade-ci, ce sera mes seules questions. Et donc, je cède volontiers la parole aux autres groupes, Madame la Présidente. Merci. Mais sans problème. Donc, il y a plusieurs questions qui m'ont été posées comme aux autres, et je vais essayer d'y répondre de manière systématique, mais brève. La question du mécanisme de restructuration des dettes. Personnellement, et comme représentant du CADTM, je pense que la résolution est fort bien comme cela, parce qu'elle aborde les questions centrales et que c'est très compliqué de rentrer dans la problématique du mécanisme de restructuration des dettes, et je voudrais l'expliquer pourquoi. En fait, c'est en discussion au niveau des nations depuis la fin du 19e siècle. Il y a une première convention qui s'appelle Drago-Porter de 1907 à La Haye, une des premières conventions de La Haye. Et à répétition, il y a eu des discussions à la Société des Nations, puis au sein des Nations Unies, puis au sein du Fonds monétaire international, puis dans d'autres enceintes à propos d'un tel mécanisme. Et finalement, les grandes puissances créancières n'en ont jamais voulu. Lorsque des pays du Sud global se sont saisis de la problématique, ils n'ont pas réussi à convaincre les pays créanciers. Et donc, personnellement, j'ai été associé à la discussion à l'Assemblée générale de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement en 2015, qui a eu lieu en lien avec l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies d'une résolution le 10 septembre 2015 déposée par toute une série de pays du Sud et demandant et proposant des principes généraux d'un mécanisme de restructuration. Il se fait, figurez-vous, que la Belgique a décidé de ne pas soutenir cette résolution. Cette résolution a été adoptée par 136 voix pour. Il y a eu donc une très grande majorité de pays qui se sont prononcés en sa faveur. Il y a eu 4 contre et une douzaine ou une quinzaine d'abstentions, parmi lesquelles figurait la Belgique. La Belgique proposait, avec les autres pays de l'Union européenne, la plupart des pays de l'Union européenne, que ce soit le Fonds monétaire international qui gère les questions de restructuration de dette, ce qui n'était pas acceptable pour les pays du Sud parce qu'ils connaissent les effets de l'action du Fonds monétaire international. Donc, c'est une problématique fort compliquée. Et dans l'attente de
de l'instauration d'un mécanisme multilatéral qui pourrait faire consensus, je pense, comme porte-parole du comité pour l'annulation des dettes illégitimes, qu'il faut soutenir la possibilité pour des pays de déclarer un moratoire, y compris refuser définitivement le paiement de certaines dettes si elles ont été identifiées au travers d'un processus d'audit comme des dettes illégitimes, odieuses, illégales, donc différentes catégories de dettes qui doivent être annulées. Et bien sûr, un tel processus d'audit qui peut être à l'initiative d'un pays concernant ses propres dettes doit être réalisé d'une manière rigoureuse et permettre, en définissant des termes de référence pertinents, permettre d'identifier effectivement des dettes illégitimes, odieuses, etc. Moi, j'ai participé en tant que porte-parole du CADTM à un audit de ce type-là réalisé à la demande des autorités de l'Équateur en 2007-2008. J'ai consacré 14 mois à ça comme membre de cette commission d'audit intégrale du crédit public instaurée par le gouvernement de l'Équateur. Et ça a abouti à des conclusions, un document de près de 200 pages que je peux envoyer aux parlementaires concernés. Et ça a amené l'Équateur à l'époque à suspendre une partie de la dette que nous avions identifiée comme illégitime et illégale. Et finalement, l'Équateur a gagné contre les détenteurs de titres qui avaient acheté au travers d'un processus tout sauf transparent et illégal des dettes de l'Équateur. C'était une victoire importante qui a permis à l'Équateur de réduire largement son service de la dette, donc ses remboursements de dettes, et de réinvestir cela dans les dépenses d'éducation et de santé. Et puis, j'ai déjà parlé de l'exemple de la Norvège. La Norvège n'a pas attendu un mécanisme de restructuration multilatérale. La Norvège, quelque part influencée par une campagne qui était menée par toute une série d'organisations, dont le CADTM, a décidé en 2006 de procéder à un audit des dettes qu'elle réclamait à toute une série de pays et a procédé à une annulation de dettes. Donc, une des parlementaires m'a demandé ou nous a demandé est-ce qu'il y a un exemple d'annulation de dette? Ben, oui, la Norvège, qui est un pays qui a une population équivalente à la moitié de la Belgique et un produit intérieur brut nettement inférieur à celui de la Belgique, a annulé des dettes pour 60 millions d'euros et elle l'a fait de manière unilatérale après un processus transparent d'audit. À l'époque, ça n'a pas fait plaisir à ses collègues du Club de Paris, dont la Norvège fait partie, mais c'était apprécié par à la fois la population norvégienne et par évidemment les populations des pays qui ont pu profiter d'une annulation de dettes tout à fait justifiée. Et bien sûr, il y a eu d'autres annulations de dettes, mais c'est souvent là pour des intérêts géostratégiques. Je vous rappellerai des annulations de dettes de l'Égypte ou de la Pologne ou de l'Irak après l'intervention américaine et anglaise de 2003. Donc des annulations de dettes, il y en a eu toute une série. Mais je dirais que dans les derniers cas que je viens de citer, octroyés à l'égard d'amis politiques, de pays amis, pour des raisons géostratégiques et en tant que CADTM, je pense que comme vous, nous pensons que c'est pour d'autres raisons que des raisons géostratégiques qu'il s'agit d'annuler des dettes, mais pour des raisons humanitaires. Alors, le soutien à des régimes corrompus, la corruption, etc. Ben, il faut balayer devant sa porte. La Belgique doit, et j'espère que la commission décoloniale mise en place l'année passée par le Parlement belge va, y compris, passer en revue la politique de la Belgique à l'égard de son ancienne colonie, y compris du temps de la colonie.
et voir ce qu'a fait la Belgique quand elle avait une influence encore beaucoup plus importante qu'aujourd'hui au sein de la Banque mondiale et du FMI. J'ai écrit un livre à ce propos-là, ça s'appelle « Procès d'un homme exemplaire ». Je ne vais pas citer le nom ici. Il a représenté la Belgique à la fois au FMI et à la Banque mondiale pendant 20 ans. Avant cela, il avait été conseiller de Mobutu. Et cette personne, qui a joué donc un rôle très important pour la Belgique au sein du FMI et de la Banque mondiale, après avoir pris sa retraite, a été poursuivie en justice par la justice suisse pour des affaires de corruption lors de privatisation en République tchèque, dont il était un des responsables comme président d'un groupe de la Banque mondiale qui incluait la République tchèque et la Slovaquie. Je n'entre pas dans les détails, je peux envoyer au représentant actuel de la Banque mondiale, de la Belgique à la Banque mondiale, ce petit livre. Je l'avais déjà remis à Gino Alzetta, qui était directeur exécutif pour la Belgique à la Banque mondiale. Et il connaît ce livre et les travaux. Il y a eu un dossier dans le Wall Street Journal à propos justement du rôle de la Belgique. Il faut se rappeler aussi que la Belgique, jusqu'il y a une douzaine d'années, permettait à ses entreprises de décompter, de profiter de la déductibilité fiscale sur ses bénéfices des commissions versées pour remporter des marchés à l'étranger, ce qui est typiquement de la corruption de fonctionnaires de pays du Sud. L'OCDE a appelé la Belgique à renoncer à cela et finalement la Belgique a adapté ses lois. C'est un des derniers pays à avoir adapté ses lois pour ne pas légaliser, parce que jusque-là, ça légalisait la corruption. Si des entreprises peuvent déduire de leurs bénéfices afin de payer moins d'impôts au fisc belge des commissions qu'elles ont versées à du personnel des États ou à d'autres entités pour gagner un contrat, pour gagner un marché, c'est de la légalisation de la corruption. Et donc, il faut balayer devant notre porte et la Belgique a encore certainement du travail à faire. La Banque mondiale, aujourd'hui, on parle de régimes corrompus et dictatoriaux, la Banque mondiale soutient le régime de Idriss Déby, président du Tchad depuis plus de 30 ans, voisin de la RDC. Il y a eu des affaires très graves de corruption au Tchad, notamment sur un pipeline qui passait par du Tchad vers le Cameroun et qui a été financé par la Banque mondiale. La Banque mondiale soutient le régime du maréchal Sissi en Égypte. Et on sait que les droits humains en Égypte sont absolument soumis à des mesures absolument catastrophiques du point de vue du respect des droits humains dans ce pays. Donc, effectivement, il faut lutter contre la corruption et il faut refuser de soutenir et de collaborer à tout régime. Il faut refuser de vendre des armes à des régimes qui ne respectent pas les droits humains, etc. Donc ça, c'est aussi un problème de la Belgique. Et donc les parlementaires qui ont pris la parole au cours de cette session pour dire est-ce qu'annuler la dette ne va pas favoriser des dictateurs? Mais je pense qu'il faut, par l'audit, justement, en associant toute une série d'organisations qui ont des contacts sur le terrain dans les pays en question, bien identifier des dettes qui sont le résultat de mécanismes de corruption. Et s'il y avait un audit transparent, on pourrait parfaitement le démontrer. Et donc lutter contre cela, et lutter contre des fonctionnaires dans les pays créanciers ou des entreprises dans les pays créanciers ou contre du personnel corrompu des pays endettés, lutter contre les malversations, y compris les poursuivre en justice. Et donc, bien sûr, il faut mettre cela en place. Je m'arrête ici en remerciant encore une fois pour l'invitation et en étant convaincu que c'est extrêmement important que ce type de proposition soit soumise à un débat au sein du Parlement, aboutisse à un résultat
comme ça a été le cas pour la loi sur les fonds vautours en 2015. Et donc, merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Monsieur Toussaint. La parole est à Monsieur Vivien pour clôturer, et puis on aura la clôture par les parlementaires. Merci. Oui, merci pour vos questions. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels les intervenants précédents ont déjà répondu, mais je compléterai quand même peut-être sur la corruption. Mais je vais me limiter à répondre à trois éléments. Donc, le premier élément, c'est par rapport au financement d'une annulation de la dette. Le deuxième élément, c'est sur l'impact budgétaire qu'aurait une annulation de la dette pour la Belgique. Et le troisième élément, c'est donc sur la corruption. Mais avant de répondre à ces trois éléments, un peu dans le sillage de ce que vient de dire l'orateur précédent, il ne faut pas, de notre point de vue, à notre groupe de travail, attendre que ça se débloque dans le bon sens au niveau international pour que la Belgique prenne des initiatives qui aillent dans le sens du respect des droits humains. Et l'exemple de la Norvège, encore une fois, est très important. Et là, je nuancerai juste un peu le propos de l'orateur précédent par rapport à la réaction du Club de Paris lorsque la Norvège a décidé de manière unilatérale d'annuler une partie de ses créances qu'elle a jugées elle-même illégitimes, donc en appliquant le principe de co-responsabilité. Donc il y a une partie, effectivement, des États membres du Club de Paris qui s'y sont opposés lors de ces réunions en disant que la Norvège, en posant cet acte unilatéral, en tirant elle-même ses responsabilités, violait le principe de solidarité entre les créanciers. Donc ça a été invoqué par quelques États membres, mais ce n'est pas la majorité. Ce n'est pas la majorité des pays qui siégeaient au sein du Club de Paris, et j'en veux pour preuve en fait le communiqué de presse officiel du ministère des Affaires étrangères norvégienne qui date du 25 octobre 2006. Et donc ça, je pourrais vous le faire le parvenir. Et donc je cite, donc c'est le ministre des Affaires étrangères de l'époque qui parle, qui l'écrit. « La majorité des pays qui ont pris la parole ont soutenu la position de la Norvège. Autrement dit, ils ont soutenu notre point de vue selon lequel le principe de solidarité entre créanciers ne doit pas faire obstacle à l'annulation unilatérale de la dette. » Donc c'est possible, même au sein du Club de Paris, de prendre encore une fois ses responsabilités et d'agir, d'aller de l'avant sur cette question de la dette. Alors, l'annulation de la dette, il ne faut pas lui donner trop... ce n'est pas la solution miracle, elle ne se suffit pas à elle-même, parce que j'entends parler de la lutte contre la corruption. L'annulation de la dette, c'est un des éléments très importants pour financer le développement, mais ce n'est pas le seul moyen. Donc c'est pour ça qu'il est important que la résolution précise que ces allègements de dette, que les montants allégés soient additionnels à l'aide publique au développement. Donc il ne s'agirait pas de déduire de l'aide publique au développement le montant des allègements de dette. Le partage de l'expertise est également très important. Donc on y a insisté tout à l'heure avec le représentant de la Banque mondiale. Donc partager l'expertise concrètement, ça pourrait être augmenter la connaissance par les pays partenaires de la Belgique de cette loi sur les fonds vautours, qui est vraiment assez efficace et pour lutter contre les fonds vautours. Donc ça pourrait être une mesure que met en place la Belgique, en plus de l'annulation de la dette, qui est un élément parmi tant d'autres, mais qui est quand même un élément déterminant, sinon on n'en débattrait pas aujourd'hui. Et comme l'a souligné Yolanda Fresnillo, on voit qu'aujourd'hui, les pays du Sud, enfin c'est pas nouveau, que les pays du Sud remboursent plus que ce qu'ils reçoivent, année après année. Et donc là, c'est aussi la conséquence des intérêts que les pays du Sud doivent payer en plus du capital qui est à rembourser. Donc ça concerne les pays à revenus intermédiaires, mais ça concerne aussi les pays à faible revenu qui payent en plus des commissions. Même les pays les plus pauvres, les plus paupérisés, payent des commissions sur les prêts qu'ils reçoivent. Donc effectivement, il y a une partie de dons, comme le souligne le représentant de la Banque mondiale, mais elle est très minime. Il ne faut pas considérer que la partie dons est prédominante dans les fonds qui sont alloués par la Banque mondiale aux pays du Sud. Alors, pour préparer cette audition, je préparais cette audition notamment avec mes collègues du groupe de travail, et en particulier avec un économiste
du CETM et on s'est aperçu que pour cette année 2021, pour prendre un exemple, 2021, le remboursement des intérêts est très important. Le remboursement des intérêts, c'est l'équivalent de 22,5% du service de la dette multilatérale. Donc ça veut dire que 22,5% des sommes qui seront payées aux créanciers multilatéraux par les pays du Sud, ce sont uniquement le paiement, d'intérêts. Donc c'est très important, c'est presque un quart du paiement qui est constitué des seuls intérêts sur la dette. C'est la même chose, à peu près 24% pour la dette bilatérale, donc ça concerne notamment la dette à l'égard de la Belgique. Pour les bons d'État, donc ils sont notamment rachetés par les fonds de pension, les banques privées, etc. Là, on arrive à 37% d'intérêt. Donc 37% du service de la dette qui est payé au secteur privé est constitué d'intérêts. Donc c'est très important. Et donc, ça, si je mentionne ça aussi, c'est pour dire que c'est parfaitement finançable d'annuler des dettes, d'annuler notamment les dettes dues à la Banque mondiale, puisque je parle essentiellement de la Banque mondiale ici, puisqu'on a un représentant avec nous. Donc c'est possible de la financer en utilisant les bénéfices qui ont été accumulés par cette institution depuis des années et qui continuent en pleine pandémie à être réalisés. C'est possible aussi d'utiliser le stock, une partie seulement du stock de réserves d'or du FMI pour financer un allègement de la dette. En vendant simplement 6% des réserves d'or du FMI, on permettrait d'annuler la dette des pays concernés par le moratoire pendant une année. Donc une année d'annulation de dette financée uniquement par 6% de la vente des réserves d'or qui sont détenues par le FMI. Donc voilà, ces réserves d'or, à quoi servent-elles si on ne peut pas les utiliser en pleine crise, Faut-il rappeler que c'est la crise la plus importante depuis les années 30. Donc il y a plusieurs moyens cumulables qui peuvent être utilisés pour financer à peu de frais ces annulations de dette. La Banque mondiale a déjà, par le passé, mais selon des conditions qui ne sont pas de notre point de vue satisfaisantes, allégé des dettes. C'était l'initiative IADM et ça n'a pas du tout détérioré sa notation financière. Donc il n'y a eu aucun impact par rapport à cela. Alors ça, c'était le premier point sur le financement. Sur un impact pour la Belgique, donc là, j'en viens au volet dette bilatérale, donc les remboursements qui sont dus à la Belgique. Donc dans la résolution, on lit bien que les parlementaires, à ce stade-ci, ne demandent pas un effacement complet, immédiat des dettes bilatérales qui sont dues à l'égard de la Belgique. C'est 9 millions de dollars pour 2021, donc un peu moins de 8 millions d'euros. Et c'est la valeur nominale. La valeur nominale. Donc c'est à peu près moins de 8 millions d'euros pour 2021. Okay, c'est la valeur nominale, ça veut dire que la valeur réelle de ces créances, en fait, c'est même inférieur à cela. C'est d'ailleurs là-dessus, c'est sur ce différentiel que les fonds vautours font leurs bénéfices, puisqu'ils rachètent les dettes à leur valeur réelle, telles qu'elles sont déterminées sur les marchés, et ensuite elles exigent la valeur nominale. Donc en fait, l'impact budgétaire, ce serait moins de 8 millions d'euros pour la Belgique. Donc c'est sans commune mesure avec, et là je fais le parallèle avec une objection tout à l'heure qu'on a entendue, avec les difficultés qu'aurait déjà la Belgique au niveau de son budget. Moins de 8 millions d'euros d'annulation de dette. Je rappelle, pour faire le parallèle avec la dette belge avant la pandémie, c'était 40 milliards d'euros qui sont payés annuellement par la Belgique, dont un peu plus de 10 milliards de seuls intérêts. Donc là, la différence est abyssale, et donc une annulation de dette de cet ordre-là n'aurait aucun impact sur les finances de la Belgique. Alors, je vais vite, je sais que le temps passe. Oui, on a parlé beaucoup de la Chine tout à l'heure. La Chine, il y a un problème de transparence, c'est clair. Ce n'est pas le seul acteur où il y a un problème de transparence. Et justement, l'audit qui est demandé dans la résolution parlementaire, l'audit sur les créances belges, ce serait aussi améliorer chez nous la transparence. Okay, donc le problème de la transparence ne se pose pas uniquement dans le cas de la Chine. Et ce que je voudrais surtout éviter, c'est que la Chine soit utilisée comme alibi pour ne pas avancer sur des annulations de dettes. Je rappelle que les premiers créanciers des 73 pays à faible revenu, ce sont les créanciers multilatéraux, ce n'est pas la Chine.
C'est le FMI, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque interaméricaine de développement, etc. Donc ce n'est pas la Chine qui est le premier créancier. Et la Chine participe en partie, de manière insuffisante, mais en partie à l'ISSD et au cadre commun de traitement de la dette des pays pauvres. Donc c'est aussi nuancer le propos qui a été porté tout à l'heure sur la Chine, comme si l'État chinois était complètement hors jeu. Par contre, ce qui est hors jeu pour le moment, ce sont les créanciers multilatéraux, c'est ce que je viens de rappeler, et ce sont les créanciers privés. Et justement, la Chine joue sur le fait que les créanciers privés ne participent à aucun effort d'allègement de dette pour dire, mais en fait, moi, une partie des créances que je détiens dans mes banques de développement chinois, ce sont des créances privées. Donc ça, c'est un moyen pour la Chine de dire, je ne participe pas totalement à l'effort d'allègement de la dette. Donc ce qu'il faut, ça montre bien ce qu'il faut, c'est aussi contraindre les créanciers privés, les créanciers multilatéraux à participer de manière juste à ces annulations de dettes. Et enfin, très court, sur la corruption, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites avec lesquelles je suis en accord. Évidemment, les annulations de dettes, ça doit profiter à la population, mais il ne faut pas oublier que souvent la lutte contre la corruption, qui est aussi appelée lutte pour la bonne gouvernance, a souvent été instrumentalisée pour approfondir des politiques de dérégulation. Les politiques de dérégulation au nom du climat des affaires. Donc la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, c'était souvent assimilé par la Banque mondiale et par le FMI comme créer un environnement propice au secteur privé. Et donc ça passait par un démantèlement du droit du travail dans les pays qui reçoivent l'argent, qui reçoivent les prêts de la Banque mondiale. Donc il faut faire attention avec ce terme de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. L'austérité budgétaire, de notre point de vue, ces conditionnalités qui sont encore appliquées aujourd'hui en 2021, elles forment un terrain propice justement à la corruption, puisqu'elles affaiblissent les institutions publiques, elles réduisent les salaires des fonctionnaires, les revenus dans la fonction publique, elles sapent les dépenses publiques. Et ça, bien évidemment, lorsqu'on a un État qui n'est plus vraiment un État en ordre de fonctionner, eh bien, ça favorise la corruption. Donc, c'est important de mettre en relation les conditionnalités qui sont appliquées aujourd'hui avec la corruption, puisque, de notre point de vue, c'est ces conditionnalités-là qui renforcent la corruption dans certains pays dits en voie de développement. Et si conditionnalité il y a, c'est par là que je finirai, il faut que ce soit des conditionnalités qui ne portent pas sur les dettes qui auront été qualifiées de odieuses et illégitimes par l'audit de la dette. Donc ça, c'est bien important de le noter, puisque si les dettes sont odieuses, si elles sont illégitimes et que la responsabilité du créancier est clairement mise en évidence dans les travaux d'audit, il n'y a aucune légitimité pour le créancier de continuer à percevoir le remboursement du capital et des intérêts de la dette, étant donné que les intérêts de la dette constituent une part importante, comme je l'ai rappelé, du remboursement du service de la dette. Donc les conditionnalités, s'il y a, elles doivent porter sur la partie qui n'est pas entachée d'irrégularité, qui est légitime, et ça doit être décidé avec la société civile des pays concernés pour qu'ils définissent ensemble les secteurs qui doivent bénéficier de l'allègement de la dette, qui doivent être financés par les fonds libérés par une annulation de dette. Voilà, je terminerai par ici. Merci, merci Monsieur Vivien.